cheminement personnel. Différent, parce que je n'ai pas soutenu ma thèse à Paris, je n'ai pas fait d'études à Paris, je suis un provincial, je suis même un émigré, un breton immigré en terre méditerranéenne. Et mon maître, moi, c'était un spécialiste de droit des contrats, c'était Jean-Marc Rousseau. Et ce spécialiste de droit des contrats était un praticien de l'arbitrage. Et il m'avait enseigné, ce que je retiens de son enseignement, c'est que tout système juridique combine deux situations qui correspondent au génie juridique au sens militaire du terme, c'est-à-dire à la fois construire et à la fois détruire. Construire pour construire des contrats, pour construire des montages, pour imaginer des solutions à un certain nombre de difficultés qui sont posées aujourd'hui. C'est essentiellement l'enseignement des techniques. Mais également détruire, c'est-à-dire critiquer ce même montage lorsqu'il s'agit d'envisager un contentieux et de ce point de vue, la meilleure technique pour résoudre ces litiges, c'est l'arbitrage. Et donc il pratique l'arbitrage, il m'a mis assez tôt, je veux dire, le pied à l'étrier de l'arbitrage. J'ai participé à de très nombreux arbitrages avec d'ailleurs un certain nombre de personnes qui sont dans cette salle. Et ça m'a conduit à essayer d'envisager un enseignement de l'arbitrage un petit peu différent, il n'y a pas de tradition d'enseignement de l'arbitrage à Montpellier, de le faire à travers un concours d'arbitrage. Et donc j'avais créé le concours international d'arbitrage de Montpellier, SIAM, et avec lequel nous étions en partenariat avec le CMAB depuis très longtemps. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Jeanne. On s'est tout de suite vu, je veux dire, c'était Saint-Valentin. Et assez tôt, il m'avait proposé de rédiger un contrat, de travailler ensemble. Je dois dire que c'était un pari qui était pour moi pas gagné d'avance. Parce que l'arbitrage est une chose, le droit d'arbitrage est une autre. Écrire en droit d'arbitrage, j'avais lu quelques commentaires de la décision de justice, mais franchir le pas et intégrer la communauté des auteurs qui écrivent en droit d'arbitrage, c'était un risque considérable. D'abord, le risque et le risque de l'échec. Je dois dire que c'est Thomas qui m'a incité à franchir ce pas. Et nous avons commencé, il y a maintenant très longtemps, puisque nous avons pris la décision de rédiger cet ouvrage en 2014, et il nous a fallu 7 ans de rencontres, de gestation, de discussion, de réflexion pour parvenir à cet ouvrage. J'en viendrai sur un certain nombre d'entités que nous cherchons à défendre dans cet ouvrage. Le cheminement, voilà, c'est celui-ci, et je dois dire sur le point de que je suis extrêmement fier et en même temps extrêmement ému d'être ici, d'être accueilli alors que je suis le bisu, le petit jeune de Sorbonne Arbitrage. Je suis extrêmement fier d'être parisien désormais et de participer à cette première de Sorbonne Arbitrage avec des résultats aussi considérables que ceux qui ont été cités. Et donc, tout cela, merci. Merci. Alors, moi, j'ai préparé un certain nombre de questions, mais l'idée, quand même, c'est de interagir avec la salle et d'expliquer tout le monde, pas lui, tout le monde ne connaît pas par cœur. Mais évidemment, s'il y a des questions qui se posent, il ne faut pas hésiter à les poser, même si d'ailleurs on a plein de mouvements. Par exemple, on est peut-être une brève présentation pour répondre aussi aux questions. C'est un ouvrage que nous avons organisé. D'abord, il y a eu un choix de plan qui nous a conduit à faire deux solutions. La première, ça a été de faire une introduction longue et de l'ériger en une partie. C'est une partie introductive qui fait corps avec les autres parties classiques. La convention d'arbitrage, deuxième partie, l'instance arbitrale, troisième partie,
la sentence et le recours d'exécution, quatrième partie. On remarquera aussi que nous n'avons pas choisi de retenir une division classique, droit interne de l'arbitrage, droit international de l'arbitrage, parce que nous ne croyons pas à cette division, dans la mesure où, de plus en plus, la pratique internationale de l'arbitrage, évidemment, irrigue la pratique du droit interne de l'arbitrage, toute une série de formules, des acquisitions, des ordonnances de procédure qui sont très voisines. À bien des égards, si on avait pu retenir ce critère de la frontière, ça aurait plutôt été du côté de la division qui peut exister entre un arbitrage et une sentence rendue en France et un arbitrage et une sentence rendue à l'étranger. Et on s'aperçoit alors que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sinon pour la désignation et le choix du jeu d'appui, pour la question des recours ou de l'exécution. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de considérer l'arbitrage comme un bloc et de faire de temps en temps des remarques sur les spécificités de l'arbitrage interne ou les spécificités de l'arbitrage international, mais pour le reste, de considérer cette masse arbitrale comme étant J'ajouterai les grandes. Cet ouvrage, il y a un temps été présenté par Daniel, que ça fait partie, comme l'a rappelé Thomas, des spécificités de cet ouvrage. On a marqué des temps d'arrêt, des encarts, qui sont essentiellement constitués effectivement du schéma du tableau, mais aussi de temps de pause. Et le premier exemple qu'il y a à l'esprit, et évidemment ils sont très empreints de pratique, c'est celui justement sur la distinction entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Et on s'est dit, en fait, ce qui manque, puisque la question s'est posée dans plein de dossiers, ça serait bien quand même qu'on puisse savoir qu'est-ce qui déclenche une qualification, qu'est-ce qui déclenche une autre qualification, un espèce de récapitulatif, sachant que tout ça, évidemment, est appelé à changer. De la même manière, on s'est dit, oui, mais une fois qu'on a la qualification, qu'est-ce que ça entraîne concrètement comme conséquence? Donc, un récapitulatif avec un tableau comparatif nous paraissait une bonne idée, encore une fois, dans une logique soit de synthèse, soit d'accessibilité. Après, il y a encore cette idée de rendre les choses, une fois qu'on a présenté, par exemple, la clause manifestement inapplicable, se dire qu'est-ce qu'on va donner comme concept pratique pour rédiger une clause qui ne devient pas méthodique. Sophie Henry a parlé des cas connus de clauses où il était question de CCI, parfois Chambre de commerce et d'industrie, on oublie de Paris, et puis parfois Chambre de commerce internationale. Chez qui ça va? Et ça peut être effectivement une question intéressante à lire, surtout comment ça se traite en pratique au Danemark. De la même manière, on parle de la notion de sentence. Qu'est-ce que c'est qu'une sentence au sens théorique du terme? Et c'est bien aussi de se dire, puisque tous les centres d'arbitrage aujourd'hui ont leur conseil pratique, comment on va conseiller des praticiens, puisque ce n'est pas qu'à l'adresse des étudiants, les personnes qui rédigent, qui lisent cet ouvrage, pour rédiger une sentence qui, au minimum, ne va pas poser de gros problèmes de validité. Donc, ça, c'est quelques exemples, simplement pour vous donner, non pas le ton, mais plutôt la dynamique. Il y a un dernier exemple, et plutôt un principe, une autre dynamique, qui est le droit comparé. Le droit comparé ne vient pas du fait que je suis inscrit à 3 barreaux différents. Il vient du fait que, et c'est peut-être l'école de Philippe Fouchard, il est, je pense, fondamental quand on fait du droit, mais de manière en fait générale, quand on cherche à convaincre, de se mettre à la place de l'autre. Et les meilleurs arguments que j'ai pu avoir à tirer, et j'en ai fait l'expérience récemment sur une question qui est vue beaucoup aujourd'hui
pas mal d'écrits sur le droit applicable à la convention d'arbitrage. On dit à l'approche française et l'approche anglaise, que c'est plus conflictualiste, là, on dit ça. Mais en fait, quand vous vous mettez à la place des autres, à la fois, vous voyez des points communs dans ce que le droit a véritablement d'universel, et en même temps, vous comprenez les spécificités du raisonnement d'une autre culture. Quand vous comprenez ça, c'est d'autant plus facile, moins difficile, soit de convaincre votre arbitre, celui qui doit trancher le litige, soit de l'emporter sur votre adversaire. C'est une logique, c'est vrai, un peu argumentative, mais je pense que c'est aussi une logique d'ouverture. Le droit comparé occupe une place très importante dans cette logique. Merci. Est-ce qu'il y a ça? Alors, bon, là, vous avez présenté des questions qui sont des questions assez classiques. La notion de sentence, par exemple, il y a l'instant. Il y a dans votre livre des approches totalement inédites. Alors, sous des qualificatifs un peu marrants, effet voix-vous, comme on dit. Alors, tu as parlé notamment de la partie sur l'arbitre amoureux. Et effectivement, on a, page 488, un encart jusqu'à la page 491, avec des vraies questions derrière, si vous êtes appelé à des vraies questions à l'arbitre amoureux, pour le meilleur et le moins bon. Bon. On a l'arbitre responsable et social, l'arbitre adverse, ça aussi c'est une question intéressante, l'arbitre ami, amitié et impartialité, un mot impossible. Et enfin, c'est en réalité un encart qui. L'arbitre endormi, ça j'aime beaucoup. On en connaît tous. Vous avez des noms? Alors, plus sérieusement, est-ce que vous voulez nous détailler un peu cet encart 24 sur très original qui effectivement correspond à une question pratique? C'est le bon exemple de ce qu'une fois qu'on a dit que l'arbitre devait être indépendant et impartial, qu'est-ce qui se passe en pratique? Non pas pour l'arbitre dormi, mais pour l'arbitre ami, l'arbitre. Alors, comment vous en arrivez à faire ce genre d'encart? Enfin, des liens. Effectivement, il y a un certain nombre de possessions de l'arbitrage sur on va chercher l'idée au contraire. L'un des points saillants, c'est la question de l'indépendance et de l'impartialité qui est défendue ici d'ailleurs et par Thomas. Une fois qu'on a fait l'exposé de la jurisprudence et des évolutions d'ailleurs permanentes en matière d'indépendance et d'impartialité, la question qui se pose, c'est au fond, quels sont les éléments entre eux? Au fond, derrière l'impartialité, une fois qu'on a parlé d'impartialité, la question qui se pose, c'est plutôt celle de la partialité. Comment définir la partialité qui permet précisément d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Et c'est là où, effectivement, on dit que, clairement, le mieux pour être désigné comme arbitre, c'est de réagir en matière d'ouvrage, il n'y a aucune position enseignante. Mais enfin, le pari que nous faisons dans cet ouvrage, c'est précisément celui d'une forme de transparence, de ne pas nous cacher derrière notre stylo, notre ordinateur, pour éviter un certain nombre de difficultés. Alors, je ne dirais pas que ce sont des exemples nécessairement rencontrés que nous avons déguisés à travers une narration académique et qui serait une forme de typocratie. Pas du tout. Ce que nous avons cherché à faire, c'est chercher à identifier un certain nombre d'hypothèses qui nous paraissaient au fond, le fait qu'un arbitre soit désigné dans un arbitrage qui puisse durer un peu de temps, qu'il rencontre un certain nombre de problèmes de cœur, soit parce qu'il rencontre une jeune femme au moment du développement de cet arbitrage et que ça le perturbe dans son exercice de son activité arbitrale, voilà bien une situation qui est susceptible de se poser. Et donc, ce n'est pas uniquement la question de la partialité, c'est aussi la disponibilité d'esprit. C'est ce qu'on retrouve à travers la question de l'arbitre endormi, l'arbitre adverse, l'arbitre qui est désigné et qui en réalité a des positions radicales
sur le point de droit ou de la partie arbitrage et qui le cache, parce que ça ne se voit pas. La question de la partialité, la difficulté, c'est qu'elle ne se saisit pas, c'était simplement l'occasion d'évoquer un certain nombre de ces situations. J'ajouterai juste deux éléments, si tu permets, à ce point-là. Une des raisons pour lesquelles j'insiste aussi beaucoup, j'ai essayé d'insister avant que tu comprends, pour être associé à en théorie, en fait, beaucoup d'aspects pratiques que tu m'as contraint à intégrer dans ma vision théorique des choses, c'est que j'ai été longtemps, 6 années, membre de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Et il m'a été donné de voir des dossiers quand même assez incroyables. Là, je ne peux pas de nom, désolé. Mais l'arbitre émis, ça vient d'un dossier où, en raison de positions politiques entre les pays dont étaient issus l'arbitre, des problèmes, conflits. La question se posait de savoir si finalement il n'y avait pas un a priori contre une culture, contre un pays, etc. La question de l'arbitre endormi, c'est également posée très concrètement. C'est là où vous voyez que le droit est la plus grande école de l'imagination, parce que les personnes qui ont voulu récuser l'arbitre endormi, c'était quand même très sévère. La personne qui venait d'un long voyage, avec un énorme décalage horaire, etc. Est-ce que ça ne justifie pas, c'est encore une question aujourd'hui avec les Zooms, la question se pose peut-être un peu moins, mais ce qui est sûr, c'est que un des dossiers, j'étais moi rapporteur, j'avais 2 types d'arguments. Un consistait à dire il y a une violation contradictoire et des droits de la défense, puisque endormi, par définition, l'arbitre n'entend pas les arguments. Donc finalement, violation du droit, ça peut s'entendre. Mais j'ai trouvé assez intelligent l'autre terrible argument qui a fait qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas aborder cette question, qui était finalement, bon, en fait, si c'est endormi, c'est en fait ça n'intéressait pas. Si ça n'intéressait pas, en fait, il manquait d'impartialité. Donc, on va récuser sur son défaut d'impartialité. Et 2-3 pages comme ça d'explication avec des précédents, effectivement, qui sont cités ici, par le cas d'arbitrage scientifique, etc. Et donc, cette question, ce n'est pas qu'une question théorique. Ici, de personnes ont dû voir à quoi ressemblait un arbitre endormi. C'est une question très, très simple. Il y a un autre point qui est non pas de l'insolence, mais effectivement l'idée de ne pas se cacher derrière nos styles. Dans l'introduction de l'arbitrage, il n'est pas un fourre-tout, je vous promets. On traite de la différence entre arbitrage interne et international. Il y a la question de savoir si l'arbitrage, outre qu'il pose des questions de diversité, de sociologie, est une société, une communauté. Donc il y a des critères sociologiques pour ça. Puis la question de savoir, est-ce que, quand on présente théoriquement comme une justice, est-ce que ce n'est pas autant, au moins autant, un marché? Donc la question s'est posée très sérieusement de savoir où était l'offre, où était la demande, comment elles sont rencontrées, comment l'évaluer. Donc on a dû chercher en fait des études du Canada qui, et malheureusement en France, je crois que quelques cabinets ont cherché à le faire à l'époque où il était question de bouger le siège de la CCI à Genève pour essayer de convaincre le ministère des Finances qu'il fallait à tout prix garder la CCI. Parce que regardez combien ça génère comme argent. Bien, au Canada, qui a aujourd'hui d'autres problèmes que l'arbitrage, la question s'est posée, je crois que c'était à Ottawa, de savoir qu'est-ce que ça génère en termes d'honoraires, évidemment, du cabinet d'avocat, d'arbitre, dans les hôtels, les voyages, etc. Et donc, on a essayé de quantifier ce que, à une petite échelle, le marché de l'arbitrage
pouvait représenter. Et on s'est dit, assez humblement, que c'était peut-être quelque chose qui pourrait intéresser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'arbitrage, encore une fois. Ce n'est peut-être pas que une matière, c'est d'autres choses. Alors, c'est exactement la systématique dans ce chapitre de société d'arbitrage. C'est évidemment très intéressant. La société telle qu'elle est décrite là, ce n'est pas seulement le marché, c'est aussi la sociologie. Commencez par ça, par exemple, la sociologie. Au moment des années 90, vous décrivez, on connaît, le théâtre, aussi le théâtre, et vous arrivez sur l'aspect économique, marché, et vous terminez sur la démocratisation et la dématérialisation. Donc, j'avais prévu de vous poser une question sur mais du coup, je fais le lien avec une autre question que j'avais prévu de vous poser, alors beaucoup plus tard dans le livre, page 736, parce que vous avez la procédure électronique. Parce que là, il y a tout un développement sur la procédure qui est au fond une projection sur ce que va devenir l'arbitrage. Première partie, la deuxième partie. Ce chapitre sur la société arbitrale, sur la société arbitrale, il est effectivement démonstratif de la manière dont nous avons travaillé. En fait, à un moment dans l'introduction, on a réfléchir à la question hyper classique, cardinale, de la légitimité ou de la validité de l'arbitrage, notamment l'arbitrage international, à partir notamment du petit ouvrage d'Emmanuel Gaillard sur les aspects philosophiques dits par la taille. Et je leur laisse et en fait, on se heurtait à un certain nombre de propos. L'arbitrage est légitime parce qu'il est efficace. L'arbitrage est légitime et il est donc valide simplement parce qu'il est en quelque sorte. Et je n'étais pas convaincu par cette position et j'avais essayé de démontrer que cette position, c'est-à-dire l'existence de l'efficacité de l'arbitrage, pouvait quand même être un élément de justification. C'est ce qui nous a conduit à grossir l'aspect sociologique de l'arbitrage et réfléchir sur cette question. Quels sont les acteurs? Quels sont les éléments qui font évoluer ces acteurs de l'arbitrage? Le problème de la diversité, le problème de l'égalité des femmes, le problème de la représentation d'un certain nombre de pays dans le continent dans les acteurs de l'arbitrage, et puis évidemment, poser la question, eh bien, du arbitration business, du French arbitration business, qu'est-ce que ça représente, ce marché de l'arbitrage, pour me convaincre que la seule question de la légalité de l'arbitrage, c'est une question sensible, si aucun ordre juridique dans le monde ne reconnaît une sentence arbitrale internationale, alors au fond, on est à la situation où sera-t-il lieu et pas d'autonomie en quelque sorte. Donc, c'est ce discours, au fond, cet échange qui nous a permis d'élaborer ce chapitre sur la société arbitrale, la sociologie, la présentation des éléments de sociologie. Sur la question d'arbitrage électronique, Thomas, on s'est dit, voilà, un apport, puisque je crois, très rarement, pas du tout abordé. Et évidemment, aujourd'hui, après 2 années de pandémie, c'est quand même difficile de ne pas aborder toutes les questions que ça a pu poser. Évidemment, la question du droit à l'audience, en fait, cette question-là existait bien avant et elle n'a été que renouvelée par la pandémie. Mais en fait, là, vous voyez aussi l'importance du droit comparé. Il y a beaucoup de choses qui sont assez intéressantes quand on regarde d'ailleurs. Nous n'avons en tout cas toujours pas, à ma connaissance, notre connaissance sur ce point-là, d'arrêt sur cette question-là, mais il en existe aux Pays-Bas. De quoi je parle? La question des blockchains. Et vous avez un arrêt qui a été traduit, un jugement, je crois, je
crois que c'est Amsterdam, je ne suis pas sûr, qui pose la question de la validité d'un processus arbitral rendu par le biais de la blockchain. Donc, évidemment, la question de l'arbitrage électronique, c'est toutes les questions d'audience électronique, et vous en avez entendu à droite, à gauche, c'est bien validé aujourd'hui, donc on a essayé de restituer ça, mais c'est d'autres questions. Et le raisonnement est extrêmement intéressant, et en fait, on pourrait très bien imaginer que le tribunal français rende ce même type de jugement un jour où que quelqu'un qui est intéressé par ces questions aujourd'hui regarde du côté des Pays-Bas pour trouver des bons arguments, que ce soit contesté ou au contraire validé une sentence rendue sur cette base-là. Après, les NFT, peut-être que vous en avez tous entendu parler ou pas d'ailleurs. En tout cas, mon fils m'en a tout le temps maintenant, il va en acheter, etc. Non-fungible tokens qui sont en fait quelque chose, un ovni, alors là, pour le coup, presque insaisissable encore, en tout cas en droit de la propriété intellectuelle. C'était ces espèces de droits très particuliers, je ne vais pas me dire de droit de propriété, sur une œuvre dématérialisée. Eh bien, on a fait un encart sur l'arbitrage dans le domaine artistique. Donc, je vous le dis dès maintenant, puisque je travaille déjà sur la deuxième édition, il y aura un supplément sur la NFT dans la deuxième édition. Le juge, l'arbitre robot, sorte les questions de cybersécurité et les questions de RGPD. C'est pas un quiz, c'est pas un livre par cœur. Effectivement, par exemple, cette retransmission a été piratée. Il a fallu que Agnès s'emploie pour éliminer les pirates qui s'étaient introduits dans le réseau de cette retransmission. La question de la sécurité de l'arbitrage, dans la mesure où l'arbitrage est confidentiel, il est obligatoire en matière interne, très souvent par contractuel en matière internationale, cette confidentialité implique la protection de cette confidentialité et donc une forme de sécurité qui évidemment devient difficile. Dès lors que l'arbitrage ne se déroule pas simplement par des échanges d'écriture et un rendez-vous dans une salle, mais alors qu'ils sont faits par voie électronique. Donc là, il y a un enjeu sur la sécurité de l'arbitrage de ce point de vue. Il y a un enjeu sur l'éventuelle corruption d'un certain nombre de pièces qui pourraient être effectuées dans un arbitrage sensible, sur les arbitrages en matière d'armement, les arbitrages d'investissement par exemple. Et il y a enfin un enjeu plus théorique sur l'arbitrage online, puisqu'il y a un certain nombre de projets pour proposer ce qui serait considéré comme l'arbitrage, mais qui ne le serait pas, c'est-à-dire en réalité la possibilité pour des gens tout à fait non identifiés de rendre une décision par voie de prédiction de ce que serait la décision qui serait rendue et qui serait récompensée par un certain nombre d'avantages qui pourraient être d'ailleurs monétisés sur des futures décisions. Une forme de rating, en quelque sorte, de tous ceux qui auraient participé, qui auraient tiré des tirs au sort par voie d'intelligence artificielle. On sort totalement des logiques de l'arbitrage tel que nous le connaissons, et c'est une des voies qui est envisagée par un certain nombre de promoteurs de l'hyper-électronique, en quelque sorte, dans lequel le monde réel est effacé au profit de processus qui sont presque des composants économiques. Sans aller traiter toutes ces questions pour, là encore, mettre le mot là, en tout cas, faire tracer une frontière entre ce qui est l'arbitrage et ce qui est une forme totalement délirante. En tout cas, de ces processus. Sur l'arbitrage, l'intelligence artificielle dans l'arbitrage, il y a un outil assez remarquable qui a été fait par Maxi Scherer sur cette question. Alors, elle fait le tour de la question
toutes ces coutures, c'est-à-dire d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue pratique. Donc, évidemment, je ne vais pas rentrer maintenant, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais la question, évidemment, reste posée. On ne croit pas à l'arbitre comme à l'intelligence artificielle, en tout cas pas pour demain. Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que on va être arbitre comme conseil, voire centre d'arbitrage de plus en plus profilé. On dit aujourd'hui Googleisé, mais en réalité, les choses vont être beaucoup plus systématisées et l'information va être beaucoup plus systématique pour trouver le bon arbitre. Et il n'est pas sûr que ça soit, contrairement à ce qu'on pense, pour le pire de l'arbitrage. Il est peut-être possible que ça tende vers des arbitrages où finalement on tend vers le tribunal arbitral en réalité le plus proche de la dent qui est partie d'un côté et puis bien dans l'intérêt arbitrage des personnes les plus impartiales et les plus compétentes. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un mélange de paramètres et qu'à la fin, ça ne donne pas toujours au sein d'un tribunal. Quand la machine, on lui donne les bons éléments, peut-être que finalement, il faut ressentir quelque chose de pardon. Il reste 5 minutes. Oui. Alors, il y a des micros. Déjà, rapprochez-vous. Voilà. Et vous voulez être dans le champ de la caméra. Et vous aussi. Venez. Devant la caméra. Bonjour. Déjà, je voulais remercier les auteurs pour la liste, c'est parfait. Et j'avais une question en ce moment dont vous parlez. J'ai entendu parler d'un principe pro-arbitrage dans les systèmes anglo-saxons, notamment dans l'interprétation du code du droit. Et je voulais savoir si ce principe en tant que tel pouvait exister en droit français. Et c'est bien avec le principe de validité, d'autonomie. Une des idées qui est la nôtre, il faut comprendre qu'il n'y a pas de droit international de l'arbitrage. C'est ce qui favorise la partie en place. Et donc, le fait que sur l'arbitrage revendique le renforcement de la pratique de l'arbitrage international, nous avons très peu de choses. La distinction qu'il y a entre le droit de l'arbitrage et le droit français de l'arbitrage soit extrêmement nombreuses, on ne va pas entrer dans les détails de tous ces différents. Dire que le droit de common law est plus favorable à l'arbitrage que le droit français, ça me paraît audacieux. Je prends l'exemple du droit applicable à la question d'arbitrage. Au passage, c'est le sujet de dispute de Vienne en ce moment. Je ne sais pas si vous aussi participez. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons l'action, j'imagine. Et c'est une question très complexe. Il y a un certain nombre de décisions de justice pour l'affaire qui illustrent l'un des points saillants précisément de l'arbitrage. Au fond, la conception du droit anglais aurait tendance à considérer que lorsque les parties n'ont pas choisi une loi applicable à la convention d'arbitrage, ce qui est le cas dans 99,9% des cas, alors il faut appliquer une règle qui est celle tirée de la rédaction américaine et qui consiste à considérer qu'il faut rechercher si les parties ont fait un choix implicite et à défaut, quelle est la loi qui se rapproche le plus du litige qui est alors un litige contractuel. Or, il se trouve que les parties ont en général choisi une loi applicable au contrat, qui serait pas invraisemblable de considérer d'ailleurs, une clause quelque part dans le contrat qui considère que ce contrat a vocation, enfin, les clauses du contrat ont vocation à interagir les unes entre les autres. Donc, la clause de loi applicable a vocation à s'appliquer à toute la situation contractuelle, ce qui fait fi de ce que j'appelle le deuxième niveau
Finalement, le deuxième niveau, c'est l'autonomie, qui pour le coup est une conception française, à l'égard de la loi applicable au contrat, voire de tout droit étatique, puisque c'est la conception qu'on retient depuis l'affaire Bellico, à savoir que la validité de la clause de l'histoire repose sur une règle que j'adore, en termes d'intelligence, c'est extraordinaire, une règle matérielle du droit international de l'arbitrage. Et par conséquent, les Anglais vont considérer que le choix implicite en réalité fait, c'est celui de la loi applicable au contrat, ce qui pose une difficulté lorsque le siège de l'arbitrage est différent de la localisation, on va dire, géographique de la loi applicable au contrat, et donc dans la conception anglaise de la clause contre l'histoire. Imaginons que le siège de l'arbitrage soit Paris. Alors, les Français, le juge français qui aura vocation, par exemple, à exécuter la sentence ou à se prononcer sur la validité de la sentence, puisque le juge de l'adaptation sera la Cour d'appel de Paris, lui pourrait considérer que la conception anglaise est différente, puisque, je rappelle, il n'y a pas de droit international de l'arbitrage, et par conséquent, la conception française du droit international de l'arbitrage n'est pas, et va considérer que, dans cette situation, le droit applicable à la clause d'arbitrage, c'est le droit du siège. Or, en termes, par exemple, d'extension de la clause contre l'histoire à un tiers, ou au processus de formation de la clause contre l'histoire, vous avez un certain nombre de différences. Alors, nous, c'est pour ça qu'on a voulu insister, une question que nous posons au départ, en prenant parti sur un certain nombre de situations dans lesquelles il y a précisément ce type de difficultés. Alors, mais il y a le principe d'égalité des parties, UNCO, qui a fait l'objet d'un renouvellement absolument considérable de l'affaire Bethel, par exemple, qui est début d'arrêt de la Cour d'appel de Paris 2021. Il y a la question de l'ordre public international. La conception française de l'ordre public international est bien connue. On sait que la Cour d'appel de Paris 2014 a choisi de renforcer le contrôle de l'ordre public international, y compris en révisant au fond la sentence internationale. Quelle est la position de la Cour de cassation? Nous n'en savons strictement rien. Et ce n'est pas l'arrêt Alstom, mais Alstom du 29 septembre 2021 une solution, puisque en réalité, l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ne se fonde sur aucune préoccupation substantielle de ce côté. Voilà, pour illustrer un propos, des questions sur lesquelles on peut paraître engagé, mais sur lesquelles on peut effectivement se positionner. Vous voyez qu'il n'y a pas que l'arbitre amoureux, l'arbitre nordique, cinétique et l'arbitre technique, et dans ce livre, il y a aussi une analyse technique extrêmement approfondie. Je pense en particulier à l'analyse contractuelle. Vous faites à la base, comment ça s'appelle, la juridiction contractuelle dans le livre. Il y a vraiment, voilà, il n'y a pas que des facilités ou des plaisirs, il y a aussi l'analyse du fond. Est-ce qu'il y a une autre question sur la savoir arbitre en nous? Pour répondre, monsieur, il n'y a pas de plus bel endroit que la France pour cela, et de Paris, sur la savoir arbitre en nous. C'est ici que ça se passe. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais dire qu'il y a. Pardon. Oui. Venez, par le même système, avec ce système de. Voilà. Donc, la question est est-ce que la place se donne à l'arbitrage ou un groupe de travail de commission des mathématiciens et des informaticiens avec les arrangements pour réfléchir un peu sur l'avenir et la possibilité de développer des choses intelligentes qui vont arriver, bien sûr, elles sont pas moins déterminées avec les outils de développement mathématique. Alors,
Oui. Et je suis candidat. Je m'explique. Il existe toute une série de réflexions de travaux sur l'intelligence économique, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir des informations, c'est-à-dire un certain nombre de données qui peuvent être collectées, qui peuvent être catalysées, qui peuvent être passées, qui permettent de faire soit de l'anticipation, soit de la prospective économique. J'imagine que vous connaissez ça. L'un des enjeux, il me semble, en droit, c'est de faire la même chose, c'est-à-dire de réaliser des outils. Ça paraît difficile parce que les données juridiques sont plus subjectives, elles sont susceptibles d'interprétation, etc. Et d'utiliser les outils de l'intelligence artificielle précisément pour, dans un certain nombre de grands contentieux, parce qu'aujourd'hui, tout se tourne autour des règles du texte, autour de la question de savoir quelles seront les indemnités en cas de marge corporelle. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il y a une grosse masse de données. Moi, il me semble que l'intérêt serait précisément d'essayer de faire l'anticipation juridique ou la prospective, justement face à un faible nombre. Pour répondre directement à la question de l'accueil par son bon arbitrage de disciplines poétiques, la tienne, je pense que les chercheurs de techniques, notre ami, une mathématicienne extrêmement réputée, évidemment, nous l'avons, moi je dis qu'on a un ouvert, non seulement pour les autres juristes, mais également pour les autres disciplines, c'est dans la confrontation des disciplines qu'on trouve les faits. Et justement, j'ai dit avec plaisir, mettre en place des réflexions. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, comme il est 20h, je propose de terminer. Je voudrais terminer en disant que bon, ce livre a été présenté partiel, évidemment, oui, ça, de manière non partielle, objectif possible, qui a mis autre chose dans ce livre, qui fournit d'idées, de propositions, présente des affaires, par exemple, la saga Technimon, qui est une grande affaire qui sert le moment de l'arbitre. Il y a des questions sur l'arbitrage, comme vous l'appelez. Il y a effectivement toute cette analyse contractuelle. Il y a l'affaire Tapi, qui est l'objet d'un chapitre entier, de manière aussi très objective, je ne sais pas trop. Il y a dans l'analyse de la durée de l'arbitrage, il y a une analyse sur les techniques qui reviennent dans le procès. Bref, il y a 1000 choses, c'est une mine. Je ne peux qu'en recommander la lecture et si possible l'achat. Et je remercie donc les deux auteurs d'être venus présenter l'ouvrage aujourd'hui et d'avoir ainsi inauguré cette première manifestation de Sorbonne Armée. Merci beaucoup. C'est bon.